commence par me présenter déjà. Donc, moi, c'est, comme je vous ai dit, Rami Chetoui, architecte, et je suis inscrit au membre de l'Ordre des architectes de Tunisie, même si je ne suis pas sur place, mais c'est le clin d'œil que je laisse en Tunisie. Aujourd'hui, je suis en poste d'architecte maître en ingénierie, d'architecte B-manager chez Cube Architecture, donc une agence d'architecture pluridisciplinaire. On a l'économie, le dessin, l'architecture, l'environnemental, donc on a un ingénieur environnemental, l'acoustique, un psychologue de travail et l'économie et le chantier. Donc on a une équipe quand même pluridisciplinaire, c'est ce qui aide aujourd'hui en tant que B-manager et en tant que logique de conception intégrée et collaborative à travailler au sein de l'agence. Et par rapport à l'échelle de l'agence, on est 34 personnes, donc c'est pas la méga structure où on se sent vraiment un peu perdu, où on n'a pas beaucoup d'influence, et c'est pas non plus la petite structure où on peut pas changer beaucoup de choses, où on n'est pas influent. Donc l'échelle, elle aide aussi aujourd'hui à faire des choses, à être présent sur le marché, tout en sachant que la moyenne nationale en France aujourd'hui, en termes d'effectifs par agence d'architecture, elle est aux alentours de 1,7. Donc, il y a un architecte 0,5 par agence d'architecture. C'est vraiment c'est vraiment des agences noyaux qui sont encore très, très, très dispersées. Donc pareil, j'enseigne depuis, là j'ai ma deuxième promo à enseigner à CESI Nantes, dans le programme de master en gestion des projets de construction option BIM. Et pour ma formation, après avoir terminé mes études à l'ENO, j'ai enchaîné avec mes études à l'école d'ingénieur, l'école de technologie supérieure de Montréal. Je vais commencer par l'expérience canadienne. Donc, juste après l'ENO, j'ai enchaîné avec l'ETS, l'école de technologie supérieure à Montréal, où j'étais, comme le nom l'indique, c'est une école d'ingénieur et je n'étais pas accepté directement puisque je venais déjà d'un monde inconnu. Donc, pour eux, la Tunisie, oui, ça existe, mais dans le monde de construction, il n'y avait pas beaucoup d'interaction ou d'échanges. Donc, il y avait pas, l'ENO n'existait pas dans les bases de données de l'école de technologie supérieure, donc ils ne nous connaissaient pas. Et encore, ce n'était pas une école d'ingénieur, donc c'était une école d'architecture. Donc, pour être accepté, j'étais obligé de passer par le cycle d'ingénieur pendant un semestre pour valider les grands cours, parce qu'ils ont des cours principaux, les troncs communs, et des cours en optionnel. Donc, il faut les réussir avec les bonnes notes, les bonnes moyennes. Et après, heureusement, j'étais accepté pour accéder à la maîtrise en gestion des projets de construction. Et là, franchement, l'expérience était très riche et c'est là où j'aimerais bien partager certains retours d'expérience par rapport à ce qu'on a vécu à l'ENO et par rapport aussi à cette dualité d'architecture et d'ingénierie. C'est là où j'ai réalisé que c'est deux mondes différents, le monde de l'architecte et le monde de l'ingénieur. C'est pas du tout la même chose. Du coup, j'ai eu quand même quelques chocs culturels au Canada au début. Donc, le premier choc déjà là, c'est plutôt quelque chose qui m'a impressionné, c'est la culture du bâtiment nord-américaine en fait. C'était très différent, c'est très cadré, très carré, tout était bien organisé. Et je connaissais pas forcément autant de structuration avant. Du coup, fallait appréhender, fallait appréhender aussi la culture de l'ingénieur. Et pour faire très, très rapidement et d'une façon très claire, j'étais en position de logique architecturale. Donc, nous, on conçoit, on connaît notre point d'arrivée, on a notre croquis, esquisse, idée, et on essaiera après, par tous les moyens, d'atteindre cet objectif. La culture ingénieur, ça ne marche pas comme ça, donc il fallait vraiment construire pas par pas, tout justifier, tout doit être carré dès le début, et le point d'arrivée, en fait, pour eux, c'est garanti, on y arrivera. Donc, ce n'est pas vraiment la même chose. Et quand tu exposes une idée parfois ambitieuse ou trop, pour eux, non, mais il faut chercher les fondements, il faut chercher la logique pour y arriver, et ça, ce n'était pas évident au début. Par contre, grâce au travail de groupe, et je partage pareil l'avis de pas mal de ceux qui m'ont précédé sur le travail de groupe et son importance. Du coup, pareil, c'est une culture basée sur des standards
Et finalement, le standard, hein, c'est pas forcément quelque chose qui fige, c'est quelque chose, c'est un gage de qualité et quelque chose qui appuie le développement d'un projet. Et c'était quelque chose de remarquable. Donc, tout était standardisé, mais c'était des standards qui permettaient à plusieurs disciplines d'interagir ensemble déjà. Et c'était quelque chose vraiment de remarquable. Donc, il y avait des référentiels pour tout, pour les prix, pour les bâtiments, pour les normes. C'était méga organisé, mais tout roulait vraiment comme une horloge. Après, j'ai remarqué aussi un, autre, un autre volet qui est le management d'un projet. Donc, pour nous, à l'ENO, donc, on sort de l'école, on a fait nos études, on peut avoir de belles notes, on fait quelques stages, et à la sortie de l'ENO, on est prêt pour attaquer le monde de la construction. Franchement, je pense qu'il nous manque aujourd'hui à l'ENO de mettre l'accent vraiment sur le volet de management de projet. Parce que dès le premier jour, on nous enseigne que l'architecte est le chef du projet, c'est vraiment c'est lui qui gère tout, c'est lui qui est au centre du projet. Dans les faits, c'est vrai. Par contre, faut donner des outils aussi à l'architecte pour qu'il puisse réaliser et orchestrer l'ensemble des intervenants. Et ça, il y a quand même le côté humain, mais il y a des outils et un apprentissage derrière, un apprentissage académique et un apprentissage métier qu'il faut mettre en place absolument pour que l'architecte puisse vraiment assurer ce rôle de chef d'orchestre. Et après, et là, la dernière chose qui m'a vraiment marqué dans l'expérience canadienne, c'est la facilité d'accès au savoir. Je me rappelle très bien, à l'ENO, par exemple, pour accéder vraiment à des informations, on a Internet, on a la bibliothèque où c'était vraiment compliqué d'accéder à un livre ou de le prêter, ou surtout que l'architecture, là, aujourd'hui, ça va au-delà du simple livre. J'ai découvert les articles scientifiques et j'ai découvert aussi le monde merveilleux de la recherche scientifique où tout est ouvert et tout est cadré. Il y a des plateformes très intéressantes, le savoir est partagé et là, on commence à découvrir les articles scientifiques et les recherches qui se font partout dans le monde et on se sent vraiment alimenté grâce à ce partage de connaissances. Malheureusement, aujourd'hui, à l'ENO, j'espère que ça a changé depuis, mais on ne savait même pas qu'il y a des plateformes de recherche scientifique ou d'articles scientifiques partagés qui existaient, et ça, c'est vraiment dommage. Donc, la fiabilité de la source d'information et l'accès à l'information, c'est quelque chose de très important. Et quand on est étudiant, on est affamé pour découvrir et pour apprendre. Faut avoir aussi accès, il faut avoir les bons outils pour réaliser et aller à la recherche de ce savoir. Après, donc, c'était l'expérience canadienne. Je partage l'avis de tout le monde que la culture de travailler en groupe est très importante parce qu'à l'école d'ingénieurs, en fait, déjà les intervenants, en général, c'est des experts métiers. On sait très bien aujourd'hui, le monde devient tellement spécialisé que c'est compliqué d'assurer vraiment des cours de différentes matières par une seule personne et encore moins par quelqu'un qui est un peu détaché de la réalité ou de la pratique. Je remets en question les connaissances de personnes. Aujourd'hui, c'est pas possible de parler d'un monde théorique ou pratique. En fait, c'est deux mondes qui avancent en parallèle. Et il n'y a pas de secret. Faut vraiment faire le lien entre la théorie et la pratique. Et je pense que, en tout cas, les Américains, ils ont réussi à le faire par l'ouverture de leur laboratoire de recherche au monde de la construction ou à l'industrie. Donc aujourd'hui, les projets de recherche, ils sont en collaboration avec l'industrie. Et je pense que c'est ce qui nous manque aujourd'hui. J'imagine bien si on avait des laboratoires à l'ENO, par exemple, qui collaborent avec des industriels du monde de la construction et qui peuvent les financer, par exemple, qui proposent des sujets utiles et directement applicables. C'est vraiment une situation gagnant-gagnant et qui enrichit sans doute le cursus d'apprentissage et le cursus de la pratique professionnelle.
Donc ça, c'est un point important et je pense que c'est là où ils ont vraiment réussi pour rendre pertinents les projets de recherche et trouver le financement nécessaire parce qu'aujourd'hui, malheureusement, la situation financière aussi, que ce soit pour l'enseignant ou pour celui qui fait de la recherche, elle n'est pas proportionnelle à l'effort ou à la valeur ajoutée donnée derrière. Donc ça, c'est très important. Pareil, donc un projet de recherche en général au Canada, surtout pour les écoles d'architecture ou les écoles d'ingénieurs, il est fait dans un cadre de recherche-action. Donc, c'est très courant comme modèle de recherche. Donc, on a le laboratoire. Donc là, tout le monde essaie de s'alimenter dans le laboratoire, faire les recherches pures. Mais il y a l'alternance aussi avec des structures de l'industrie qui proposent des sujets et qui essaient de rationaliser aussi certains sujets théoriques. Donc, c'était vraiment une synergie théorique-pratique très intéressante. Et j'ai eu la chance de pratiquer avec le meilleur architecture. Je pense que c'est la troisième agence d'architecture au Canada, où j'ai découvert aussi le monde pluridisciplinaire, où tout le monde arrive à travailler ensemble. Et c'est une autre culture aujourd'hui. En fait, on n'a pas des gens qui ont les capacités encyclopédiques. Il faut vraiment travailler ensemble. Il faut chercher l'intelligence collective et c'est très important. J'ai fait mes études à Montréal, j'ai pratiqué, j'ai fait de la recherche, j'ai fait beaucoup de recherches en parallèle avec mes études dans un laboratoire de recherche qui s'appelle GRID, G-R-I-D, qui se spécialise en développement durable et en BIM. Et c'est là où j'ai découvert le merveilleux monde du BIM et l'intérêt aussi derrière des pratiques collaboratives, etc. Donc, je ne vais pas entrer dans tous les détails. J'essaie de respecter mon temps. Et à l'issue de cette expérience, donc j'ai pratiqué dans une agence d'architecture en parallèle au Canada. Et juste après, donc, je finalisais mon projet de recherche et j'ai eu l'opportunité d'avoir un poste en France. Donc, vu la distance, vu le contexte et tout, c'était intéressant. Donc, j'ai bougé en France et c'est là où a commencé une nouvelle aventure. Donc, j'ai rejoint Cube Architecture, donc je vous ai dit, c'est à Nantes, 34 personnes. À mon embauche, on était 8 personnes et en 4 ans, on est passé de 8 personnes à 34 personnes. Donc, vous pouvez bien le comprendre, ça ne se passe pas vraiment en claquant les doigts, c'est tout un effort derrière. J'ai eu aussi la chance d'intégrer le COPIL, donc le comité de pilotage du bureau, et c'est là où on comprend aussi les contraintes d'une agence d'architecture dans un monde qui bouge aujourd'hui vraiment, et une position des architectes partout dans le monde qui s'affaiblit de plus en plus parce qu'avant, c'était la logique vraiment de l'architecte star. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est la collaboration, c'est l'intelligence collective. Et si on ramène pas du nouveau, si on ramène pas de l'innovation, si on ramène pas vraiment une vraie valeur ajoutée, on perd notre place. Parce qu'il n'y a pas que les projets phares. Dans la pratique de tous les jours, il y a des projets où d'autres ingénieurs ou d'autres structures, ou même les entreprises de construction sont capables de faire. Et parfois, je me permets de dire d'une façon meilleure parce qu'ils se spécialisent. Je prends l'exemple de l'industriel, des bâtiments industriels par exemple, où aujourd'hui ils ont des outils de préfabrication et tout qui arrivent à faire vraiment des choses très intéressantes. Donc, voilà. J'avance avec Cube Architecture aujourd'hui. Donc, j'essaie, pour parler un peu pratique, en poste de BIM Manager, j'essaie de mettre en place tout ce qui est protocole BIM en interne, assurer des projets en collaboratif. Je ne vais pas parler des détails du BIM. C'est vraiment un mode opératoire qui consiste à gérer en amont ou faire le chantier avant le chantier sur la base d'une maquette numérique qui se base principalement sur la technologie, sur les processus, mais surtout sur l'humain et sur l'organisation et la stratégie. En parallèle, j'étais embauché par CESI Nantes en tant qu'enseignant. Et là, donc, pour partager l'expérience, l'idée, c'est vraiment d'assurer une formation en alternance. Donc, les étudiants sont partiellement à l'école et majoritairement dans leur structure de travail. Et la logique des cours, quand j'enseigne, c'est vraiment comme des collègues. Donc, on se met en situation de projet. On essaye vraiment la théorie, c'est vraiment un passage nécessaire. Donc, on commence souvent par la théorie.
Et après, on fait le lien direct en situation de projet où à chaque fois, on simule des situations de projets réels. Et c'est là où ça devient intéressant. Et je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. En fait, les étudiants ils attendaient vraiment ces séances. Et je vous dis, aujourd'hui, une séance d'enseignement, quand j'enseigne, c'est une journée. Donc, c'est 7 heures de travail. Et avec le confinement et tout, on avait des sessions à distance. Et vous pouvez imaginer 7 heures à enchaîner si on n'est pas passionné, si on veut pas, si le support n'est pas interactif. On a vite perdu tout le monde. Et c'est vraiment important de faire le lien avec la pratique. Après, il y a des choix à faire aussi. Aujourd'hui, quand je suis venu en France, c'est peut-être prétentieux de le dire comme ça, mais c'est un choix à faire de prendre une position locomotive ou wagon. Donc, ou bien on est parmi les premiers, on essaie vraiment d'être moteur et de prendre des initiatives par voie courageuse, ou d'être en situation de sécurité dans sa zone de confort et de suivre tout le monde. Donc, aujourd'hui, j'ai pris le deuxième choix. Donc, même chez Cube, on prend vraiment des initiatives et on essaie d'innover, qui engendrent parfois des risques. J'ai choisi aussi le volet académique. C'est un investissement supplémentaire, mais qui permet aussi de rester à la page et d'interagir avec plusieurs disciplines. Mais il ne faut pas oublier aussi l'importance du réseau et du volet associatif. Et c'est là où j'ai rejoint BIM-Archi, une association qui développe le BIM pour les architectes, et Westbeam, donc un réseau de passionnés du BIM qui organise des conférences, etc. Donc, je passe mon expérience et j'aboutis plus directement au BIM pour l'architecte. Aujourd'hui, en fait, en Tunisie ou pour les architectes d'une façon générale, je pense qu'il y a vraiment une réelle opportunité grâce au BIM à intégrer. Le BIM est une transition en cours et je pense qu'en Tunisie, en fait, c'est parmi les volets qui peuvent intégrer une piste pour rejoindre la locomotive, comme je disais, à l'international et d'améliorer le cadre de travail d'une façon générale. Donc, aujourd'hui, l'architecte tunisien a cette opportunité en fait, d'avoir une expertise qui est aujourd'hui en vogue partout dans le monde pour s'exporter, pour exporter ses services et pour réduire un peu le gap parce que faut pas le nier aussi, aujourd'hui, il y a des gaps qui commencent à se créer entre les pays en termes d'architecture. Et cette transition nous permettra de rejoindre un peu cette course à la technologie, cette course à la gestion de projet. Et j'invite vraiment nos étudiants, et aujourd'hui je suis vraiment ému parfois et étonné par le nombre d'énoïstes que je croise en France ou au Canada qui s'intéressent au BIM et qui sont aujourd'hui en formation de masterien en BIM, et c'est vraiment impressionnant. Donc demain, cette force de groupe, je pense qu'on peut l'exploiter pour créer une communauté qui peut promouvoir le BIM et qui peut influencer vraiment le BIM, que ce soit à l'échelle tunisienne, africaine ou internationale. Je remercie tout le monde. Je sais que le sujet est assez large, donc je préfère m'arrêter. 2 mots avant de terminer. Je rejoins l'avis de Bilal, je pense, tout à l'heure. Aujourd'hui, Leno, je pense qu'elle doit créer une marque. C'est quelque chose que j'ai vécu au Canada. Aujourd'hui, en fait, adhérer à une école, c'est vraiment une fierté. Donc, et ça, c'est grâce au club, grâce aux compétitions, à la visibilité à l'externe, à l'international, à l'interaction entre plusieurs volets académiques. Il y a une forme de corporatisme qui met en place. Quelqu'un qui est dans les rues et qui met un t-shirt, qui met le nom de son école, c'est une fierté. Donc, quelqu'un qui est de McGill, l'autre de l'ETS et l'autre de notre école, c'est vraiment une image de marque qui se vend aujourd'hui dans le pays, et c'est une concurrence loyale qui promouvoit la formation d'une façon générale.